Oui, je sais, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec la chronique, mais j'aime les grues. Quand j'étais petit, alors que d'autres enfants de mon âge commandaient pour Noël un château fort comme celui de Brest ou un camion de pompiers, eh bien moi je commandais une petite grue pour pouvoir, avec une télécommande au bout d'un fil, manipuler et déplacer son bras d'acier et transporter ainsi des petits matériaux pour construire toutes sortes de choses. Enfin d'ailleurs rien du tout parce que j'étais pas manuel, moi j'avais juste la grue pour orienter le bras et bouger des trucs. Et j'aime les grues. Et à Brest, il y a de sacrées belles grues. Brest, durant l'Antiquité, eh ben c'est pas grand chose, hein. Non, la capitale de la tribu des Ossismes, cette tribu celte dont le territoire englobe à peu près le Finistère actuel, eh ben cette capitale, elle était pas à Brest. Non, elle était à l'intérieur des terres, elle était à Carhaix. Mais nos Ossismes, c'est quand même une tribu de marins. Ils ont un port, c'est le fameux port de Gézo-Kribat, très connu dans l'Antiquité, sur la rade de Brest. Mais ce port, eh ben, il n'était pas à Brest. Non, à Brest, il n'y a pas grand-chose. Enfin si, il y a quand même quelque chose à Brest durant l'Antiquité. C'est un petit menhir, hein, on est en Bretagne. Il y a ce petit pilier rouge qui a plusieurs milliers d'années. Il date de l'âge du bronze, donc bien avant l'arrivée des Celtes, hein. C'est un mégalithe qui est très vieux. Tous les Brestois le connaissent, c'est le plus vieux monument de Brest. Et à travers les siècles, eh ben, il a eu plein de fonctions. Fonctions religieuses, fonctions administratives, de bornage. Attention, ici on est sur la fameuse rue Jean Jaurès, la rue de Paris, c'est l'axe principal de Brest, qui conduit vers l'est, l'intérieur des terres, et même jusqu'à Paris. Eh bien ce pilier rouge, il servait aussi de borne, de limite, même au 19e siècle pour les marins, qui n'avaient pas le droit de s'éloigner plus loin que ce petit pilier rouge, hein, en cas d'alerte, fallait qu'ils retournent à la caserne dans la rade militaire de Brest, et donc le petit pilier rouge, c'était la limite, donc c'est la limite de Brest. On va pas plus loin, on rentre dans Brest. Pour le développement de Brest, il va falloir attendre la fin du 3e siècle, début du 4e siècle, quand les Romains vont installer ici un castellum, un camp fortifié pour abriter une légion venue ici sur zone pour contenir et contrer les premières invasions bretonnes. Et oui, à cette époque, on a des Bretons qui fuient l'île de Grande-Bretagne, envahis par d'autres envahisseurs angles et saxons, et qui viennent quelque part receltiser l'armorique gallo-romaine. Donc nos Romains, ils viennent ici pour les contrer, pour les contenir, et ce qui est incroyable, c'est que les fondations de ce castellum romain sont parvenues jusqu'à nous. Elles sont là, regardez, ça c'est romain, et ça, la tour dans laquelle je suis, elle est romaine, et ça a tellement été bien construit et bien conçu que ce castellum romain va servir ensuite de fondation au château de Brest, qui encore aujourd'hui est occupé par la base navale, hein. C'est encore un lieu militaire, et c'est d'ailleurs ce qui fait dire à mon ami de toujours Bruno Calves que la base navale militaire de Brest, et donc que le château de Brest est certainement le plus ancien bâtiment militaire encore en activité aujourd'hui dans toute l'Europe, et même peut-être au monde. Tonnerre de Brest. Regardez comme il est bien reconnaissable là, l'appareillage romain typique, avec les petites pierres carrées, avec les petites briques rouges, hein, vraiment, ça vous rappelle rien? À Vannes, c'était pareil, au Mans, c'était pareil, c'est du romain, ça dure dans le temps. Brest au Moyen-Âge, c'est donc notre castellum romain qui petit à petit va se transformer en château féodal au moment où la Bretagne va être éparpillée façon puzzle. Oui, après la chute de l'Empire romain, après les Francs, après les Mérovingiens et après surtout un siècle d'invasion viking, notre mythique royaume de Bretagne de Nominoé et d'Erispoé va devoir se contenter d'un simple duché. En plus, duché de Bretagne, convoité par deux très envahissants voisins qui, eux, vont devenir des royaumes, à savoir le royaume d'Angleterre d'un côté et le royaume de France. Notre duc de Bretagne va devoir combattre et se battre pour conserver son indépendance. Et derrière moi, vous avez de magnifiques vestiges du château de Brest qui date du XIVe siècle. C'était le donjon, là. Le donjon des ducs de Bretagne. Allez, courage les gars!
Et oui, notre duché de Bretagne au Moyen-Âge, c'est un duché parfois uni, mais souvent divisé entre des grandes familles, des grands seigneurs qui pour les uns sont pro-anglais et pour les autres sont pro-français. Et il va y avoir un épisode terrible de ces divisions fraternelles, fratricides entre Bretons. C'est pendant la guerre de 100 ans, il va y avoir ce qu'on a appelé la guerre de succession de Bretagne, où les Bretons ils vont se battre entre eux, une véritable guerre civile. Au final, c'est la famille de Montfort qui gagne, les Montfort qui étaient pro-anglais, et du coup, notre duc de Bretagne va se retrouver un petit peu sous tutelle, sous influence anglaise. Et j'en veux pour preuve le fait que notre château de Brest, eh bien, il va être occupé par les Anglais. Mais du coup, le duc de Bretagne, à un moment, les Anglais, il les trouve trop présents, hein, les alliés d'hier, ça devient les ennemis d'aujourd'hui. Il va donc devoir les chasser par la force. Il va donc, en face de la Pinfel, dans le quartier de Recouvrance, ériger une tour de guet, une tour de siège, la tour Tanguy, que vous avez ici, qui date donc de la dernière partie du XIVe siècle, pour essayer d'expulser, de chasser les Anglais du château de Brest. Ça va pas marcher et il va falloir attendre la fin du XIVe siècle pour que les Anglais rendent au duc de Bretagne le château de Brest. Mais cette guerre de 100 ans, elle va avoir un bon côté pour les Bretons, c'est qu'elle va affaiblir et les Anglais et les Français. Donc ils vont un peu foutre la paix au duché de Bretagne qui va alors connaître un âge d'or merveilleux pendant près de 150 ans. Il va se retrouver véritablement souverain et indépendant. C'est le siècle d'or de la Bretagne, le 15e et le 16e, jusqu'au rattachement avec la France. Tiens, et petite anecdote amusante pour ceux qui aiment l'histoire, après que les Anglais aient rendu le château de Brest au duc de Bretagne, eh bien notre tour de siège va alors appartenir à la famille du Châtel. D'ailleurs ici on est sur les terres du Châtel, hein. Attention ici au Moyen-Âge vous n'êtes pas à Brest, hein. Sur la rive droite de la Pinfel, en Recouvrance, c'est pas Brest. Non, ici c'est les terres du Châtel, une grande famille du Léon. Et le seigneur du Châtel de l'époque s'appelle Tanguy. Et Tanguy III du Châtel, ça vous dit rien? Attention, c'est pas de la quiche. Tanguy III du Châtel, gros seigneur breton qui s'est battu côté français, et notamment c'est lui qui, après Azincourt, en 1419, va faire assassiner le duc de Bourgogne, à Montreux, Jean sans peur, Tanguy du Châtel. Attention, le gars, fallait pas l'asticoter aux entournures. D'ailleurs, on est sur ces terres, donc je vais parler un petit peu moins fort. Vous n'avez qu'à voir la tour Tanguy qui porte son nom, il y a ses armes dessus, hein. Monsieur du Châtel, mes hommages. Brest, durant la Renaissance, c'est le rattachement de la Bretagne à la France en 1532 et ça va donc être très vite les problèmes franco-français qui arrivent jusqu'en Bretagne, les guerres de religion où les catholiques et les protestants vont s'opposer en une terrible guerre civile et évidemment les Bretons eux aussi vont encore et toujours se diviser. Essentiellement catholiques, les Bretons voient d'un mauvais œil un prétendant à la couronne de France protestant, à savoir Henri IV. Et bien curieusement, la ville de Brest, enfin le château de Brest que vous avez derrière moi, va rester fidèle au roi de France, notamment avec son gouverneur René de Sourdéac, qui va résister aux Bretons ultra-catholiques pendant la guerre de la Ligue. Et pour récompenser les Bretons de Brest d'avoir été fidèles, eh bien Henri IV va donner à Brest son statut de ville. Et il y a un vestige de cette période qui est parvenu jusqu'à nous dans le château de Brest, ici derrière moi à Brest, c'est le bastion de Sourdéac, un bastion du XVIe siècle, qui a pris le nom du gouverneur de la ville, héroïque, qui est resté fidèle aux Français, le bastion de Sourdéac. Et c'est pour remercier Brest d'avoir été fidèle au royaume de France qu'Henri IV va donner à Brest en 1593 son statut officiel de ville. Ça y est, une ville est née, mais c'est tout petit Brest, attention, il n'y a que 1500 habitants à l'époque. Dans les grandes villes du coin, c'est plutôt Saint-Renan, Landerneau, et même les villages aux alentours de Brest, hein. Lambézélec par exemple, vous connaissez Lambézélec, la chanson de Matmata? Si aux examens tu t'es planté, viens en faire un toit Lambé. Eh ben, Lambézélec, c'est énorme au XVIe siècle, ça va jusqu'au pied du château de Brest, sur la rive gauche de la Pinfel. On a aussi Gouesnou, qui est un village d'importance, regardez comment témoigne son église magnifique du XVIe siècle, regardez ça, la richesse de la Bretagne à l'époque, la fortune de la Bretagne à l'époque. Et d'ailleurs à Gouesnou, on se méfie des Français, hein. On est très catholique, donc le roi de France Henri IV, ok, Brest a été fidèle, mais ça reste un parpaillot. Et regardez cette petite gargouille qu'on a sur l'église, eh bien on la compare depuis toujours à Henri IV. Symbole de cette méfiance, de cette défiance de la Bretagne pour le royaume de France. Ok Henri IV, on est fidèle, mais tu restes un protestant. Et nous les protestants, eh ben, ils restent dehors, le petit monstre.
Brest, à l'époque moderne, va connaître un développement considérable grâce à son port. Et oui, sous l'Ancien Régime, Brest, c'est le premier port de guerre du Royaume de France sur l'Atlantique, avec son pendant sur la Méditerranée, Toulon. Mais attention, hein, à Brest, il n'y a pas que des bateaux militaires, il y a aussi du commerce maritime, on arme pour la course, et il y a aussi des départs de grandes explorations. La Pérouse, quand il est parti faire son tour du monde, il est parti de Brest. Et d'ailleurs, en hommage à ces grands explorateurs du passé, eh bien, on a installé à Brest, sur le site d'une ancienne batterie qui n'a jamais servi, eh bien, un jardin des explorateurs, où on a installé tout un tas de plantes ramenées du bout du monde par nos explorateurs partis de Brest. Allez Bruno! Bruno Calves! Non, ce qui va faire vraiment décoller Brest, c'est la décision du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle de créer ici un port militaire sur les bords de la Pinfèle. La Pinfèle, c'est une petite rivière qui se jette dans la rade de Brest et qui a l'avantage d'être en eau profonde. Donc c'est idéal pour construire des bateaux. Donc en gros, les deux rives de la Pinfèle vont être occupées par ce port militaire, par ce chantier naval qui commence très en amont, hein, à 2 km en amont. On commençait à construire les bateaux et plus le bateau avançait en construction, plus il se rapprochait de la mer en quelque sorte. C'est assez marrant. Et d'ailleurs aujourd'hui, le plus ancien bâtiment encore debout de ce port militaire de Brest, c'est un bâtiment du XVIIe siècle qu'on appelle les subsistances, où on fabriquait le pain. En quelque sorte, le bateau était prêt à prendre la mer, restait plus qu'à charger les provisions. C'est un petit peu comme quand ta femme elle te dit « T'as pensé au pain ?» Ah, bah ça tombe bien, le pain, c'est juste avant de prendre la mer. Allez, bon vent! Et il est là le bâtiment des subsistances, à l'embouchure de la Pinfèle. En gros, quand le bateau était prêt, il n'y avait plus qu'à charger la bouffe et on largue les amarres. Alors, qui dit port militaire, dit évidemment fortification. Hein. Le port de Brest va être protégé dès Richelieu, mais c'est avec Louis XIV que la ville va se doter d'une enceinte sublime, une enceinte qu'on doit au célébrissime Vauban. Alors de cette enceinte Vauban, de la ville militaire de Brest, il ne reste pas grand chose aujourd'hui, les enceintes ont disparu, sauf que quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose, et il en reste quelques traces ici ou là, comme là, place de la Liberté, on a des traces de la demi-lune qui protégeait l'entrée principale de la ville depuis Paris, hein, depuis la rue Jean Jaurès. Elles sont derrière moi, ces traces de fortification. Voilà, il en reste un petit quelque chose. Si aujourd'hui les fortifications de Vauban, elles ont quasiment complètement disparu de Brest, eh ben, c'est pas le cas aux alentours, parce que Vauban, il n'a pas fortifié que Brest, il a aussi fortifié d'autres endroits stratégiques pour protéger le port dans la rade de Brest. Hein, comme ici, derrière moi, à Camaret, avec la sublissime tour Vauban, il l'appelait sa tour dorée, est tellement belle qu'aujourd'hui elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez-moi ce beau pépère. Brest, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va continuer à se développer, alors que paradoxalement, le reste de la péninsule armoricaine va entrer dans une période de déclin qui va durer quand même pas loin de 150 ans. Hein. Mais ce déclin ne concerne pas les grands ports de Bretagne, comme Saint-Malo, Lorient, Saint-Nazaire, et donc Brest, qui concentre toute l'activité maritime, à la fois militaire et commerciale. Et pour moi, le symbole de ce commerce florissant durant l'époque contemporaine, c'est la création sous Napoléon III, durant le Second Empire, à la fin des années 1850, d'un port de commerce autonome, ici,
derrière moi pour le distinguer du port militaire. Jusqu'alors c'était mélangé. Sous Napoléon III, on distingue les deux. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'au 19e siècle, Brest reste quand même une ville fortifiée. Et donc du coup, notre port commercial, pour relier la ville, pour rejoindre les fortifications, il fallait emprunter à la fois une rampe, mais aussi un escalier pour les piétons. Et cet escalier, il était désolidarisé de la muraille. Parce qu'en cas d'attaque, en cas de siège militaire, il fallait pouvoir résister. Donc on levait en quelque sorte le pont-levis de l'escalier pour protéger Brest même, Brest intramuros. Et du coup, au-dessus du port commercial de Brest, au 19e siècle, va se développer un lieu de promenade privilégié, une espèce de cour arborée, c'est le célébrissime cours d'Ageot, où on venait flâner, prendre le bon air, regarder la mer, et où les bourgeois et les riches commerçants de Brest, tout au long du 19e siècle, vont se faire construire hôtels particuliers et villas. Malheureusement, ces hôtels particuliers, ces villas, eh bien, elles ont quasiment toutes disparu. Aujourd'hui, il faut dire que Brest va être complètement défoncé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça c'est une autre histoire, on va voir ça plus tard. Mais quand même, de ces villas, il en reste une, la villa Crosnier, qui date de la belle époque, 1900. Regardez-moi ça comme elle est belle, hein, elle est magnifique. En plus, elle a le privilège d'être unique, parce que sur les 16 000 immeubles que comptait Brest avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'en restera que 200 au sortir de la guerre, dont seulement 8 dans la vieille ville de Brest, dont notre villa Crosnier sur le cours d'Ageot. Il y a autre petite anecdote sur le passé florissant du port de Brest durant l'époque contemporaine. Il est devant moi, il y a un petit détail que vous avez devant la tour Tanguy. Est-ce que vous voyez bien là? On peut peut-être zoomer, je ne sais pas, regardez, vous avez des piles en pierre. Vous voyez ces deux piles en pierre comme ça, la verticale? Eh bien ça, ce sont les bases du pont tournant qu'on doit aussi à Napoléon III. Parce que quand il est venu à Brest, il a constaté qu'il y avait une énorme activité, mais que c'était pas très commode de franchir la Pinfel pour aller dans le nouveau Brest, annexé depuis Louis XIV, à savoir Recouvrance. On y allait en barque et parfois il y a du jus ici sur la Pinfel, parfois c'est dangereux. Il y a eu des naufrages, il y a eu des morts. Donc Napoléon III, il a dit « Ok, pas de problème, je vais débloquer les crédits et je vais vous construire un pont pour pouvoir aller tranquillement depuis Brest même vers Recouvrance. » C'était un pont tournant, mais il y avait tellement d'activités, il y avait tellement de bateaux qui passaient par là que le pont, c'était une girouette, quoi. C'était plus un pont, c'était un truc qui tournait en permanence, c'était pas commode non plus. Donc on l'a remplacé par un pont levant qu'on a inauguré en 1954, après la Deuxième Guerre mondiale. Il est là. C'est le pont levant de Recouvrance. Il est très beau. Et oui, le port commercial de Brest, il a bien changé depuis Napoléon III. Il s'est bien développé et encore aujourd'hui, il est sacrément dynamique. Moi, j'aime les ports, parce que dans les ports, il y a des grues. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'aime bien les grues. En plus, dans le port commercial de Brest, il y a une grue qui est devenue monument historique. Elle date des années 50, elle est derrière moi, c'est pain d'avoine. Elle est jolie, pain d'avoine. J'aime les grues. Oh bah tiens, c'est la voiture de Bruno, ça. Eh oui, si aujourd'hui à Brest il y a aussi peu de vieilles maisons, c'est parce que malheureusement durant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier entre 1940 et 1944, la ville va être pulvérisée sous un déluge de feu et de bombardements. En gros, dès qu'il faisait beau, Brest se faisait bombarder. D'ailleurs, à l'époque, les Brestois disaient « Ah bah tiens, aujourd'hui, on va s'en prendre plein la gueule ». En plus, à Brest, à l'époque, il y avait une base navale allemande hyper importante, une base pour les sous-marins que vous avez derrière moi. Et quand les Alliés ont débarqué, Hitler a ordonné l'ordre aux Allemands stationnés à Brest de tenir. Les mecs, ils se sont pas rendus. Donc ça s'est terminé au corps à corps, au lance-flammes dans les rues de Brest. Ça a été terrible. La ville a été pulvérisée. Elle a disparu presque totalement, en tout cas pour l'hypercentre. Et ironie du sort, eh bien, la base navale sous-marine allemande, elle, eh ben, elle a tenu le coup, hein. Elle est là aujourd'hui. Et pour moi, le symbole de la reconstruction de Brest est ici, place de la Liberté, où trône majestueusement l'hôtel de ville. Et regardez cette place de la Liberté, dans le centre historique de Brest, eh bien, elle a été conçue
comme une bastide militaire, comme une place d'armes, avec une place centrale autour desquelles s'articulent des rues orthonormées qui se croisent à angle droit. Et oui, depuis toujours, Brest, c'est une place forte militaire. La reconstruction se rappelle un petit peu de ce souvenir. Et l'architecte de cette reconstruction, c'était Jean-Baptiste Mathon. Mathon, reconstruire à l'identique, c'était pas son truc. Même la mythique rue de Siam, symbole du port de Brest depuis toujours, n'a pas échappé à cette reconstruction rectiligne. Ce qui d'ailleurs a fait dire à Jacques Prévert que cette rue de Siam, symbole de Brest, une rue chaude dans tous les sens du terme, est devenue un boulevard glacé. Il y a un truc qui est marrant avec l'hôtel de ville, c'est que quand on l'a inauguré au début des années 60, on s'est rendu compte qu'il dominait la ville. Il était magistral, il en imposait. Et ça, c'était en fait une volonté du maire qui voulait absolument que le pouvoir civil dépasse le pouvoir militaire. Regardez, on voit les terrasses là, on voit le toit du château historique de la base navale de Brest. Eh bien, le pouvoir civil est au-dessus. Et c'est vrai que pendant longtemps, les deux autorités de Brest, à savoir la base navale, donc le pouvoir militaire et le pouvoir civil, se sont un petit peu ignorés. Il y avait une petite compétition. Mais tout ça a disparu aujourd'hui. Et les militaires et les civils y travaillent main dans la main pour la grandeur de Brest. Mais du coup, l'hôtel de ville, il est tellement haut, il est tellement imposant qu'il y a beaucoup trop de place. Et bah du coup, à l'intérieur, il y a de la place. C'est vide. On a privilégié la hauteur et du coup, l'intérieur, c'était inutile de construire trop de bureaux, quoi. Il y en avait largement suffisamment avec cette hauteur-là. Donc l'intérieur est vide. Brest aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Et oui, parce que pendant très longtemps, les deux autorités qui ont fait le développement de Brest, à savoir le port militaire, mais aussi petit à petit l'autorité civile, les bourgeois de la ville, eh bien tout cela s'ignorait. Et ainsi, Brest était une ville cloisonnée, hermétique, hétérogène de part et d'autre de la Pinfèle entre la ville et l'armée. Mais tout ça est terminé. Aujourd'hui, il y a un trait d'union. Les deux autorités s'entendent et pour moi le plus beau symbole de cette union qui va profiter à Brest, eh bien il est derrière moi avec la création il y a quelques années d'un téléphérique qui enjambe la Pinfèle, qui passe au-dessus de la base militaire. Ça je peux vous dire qu'il y a des décennies ça aurait été impossible. Eh bien aujourd'hui tout est possible pour le plus grand bonheur de Brest. Tonnerre de Brest! Et autre symbole aujourd'hui de ce trait d'union entre la base navale et la ville, c'est la transformation, il y a quelques années, des arsenaux des Capucins en un lieu public incroyable, ouvert à tous, avec des tas de commerces, avec une médiathèque, avec des cinémas, et avec aujourd'hui l'arrivée du but, le Brest Urban Trail, où des coureurs ont parcouru 11 ou 33 km. Bravo les gars, ils suivent mes traces. Il n'y a pas moyen d'aller à Brest sans faire un petit détour par Landévennec. Attention les amis, Landévennec c'est pas de la quiche, c'est la plus vieille abbaye attestée de Bretagne. Abbaye chrétienne du 6e siècle. Et Landévennec, en breton, c'est tout simplement, l'étymologie, c'est le lieu saint, le monastère de Guénolé, Saint Guénolé. Alors c'était pas un des 7 saints fondateurs de la Bretagne, mais c'était un des mecs hyper importants, les plus importants encore aujourd'hui. C'est peut-être le plus connu, la légende 10, il y a forcément Guénolé dedans. Eh bien, à Landévennec, on a les restes, les vestiges de cette abbaye carolingienne au 9e siècle, Landévennec, alors qu'évidemment la Bretagne, au 9e siècle, c'est un royaume, c'est les royaumes de Nominoé, d'Erispoé, etc. Eh bien,
bien ici vous avez tout simplement la plus grande abbaye carolingienne dont on a des traces au sol les mieux conservées en Europe. Donc c'est vraiment pas de la quiche et c'est magnifique. En plus c'est la presqu'île de Crozon, c'est incontournable. Landévennec. Tiens, et quand je vous parlais de la légende 10, eh bien, le roi de l'époque, le roi de Cornouailles au 5-6e siècle, il s'appelait Gradelon, et sa capitale c'était donc la ville d'Is, la légendaire ville d'Is qui a disparu sous les eaux, et ce roi s'appelait Gradelon. Eh bien, c'est ici, à Landévennec, qu'il a son mausolée, son tombeau supposé, à cet endroit, où il y avait au 5-6e siècle un oratoire de la primitive abbaye de Saint-Guénolé, à Landévennec. Il est là, il dort.